Balzac. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes 2. Édition eBooks France www.ebooksfrance.com. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes 3. Adaptation d'un texte électronique provenant de la Bibliothèque nationale de France. http://www.bnf.fr. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scènes de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusions perdues. Premièrement. Les deux poètes 61. Qui tient le milieu entre le bouchon des provinces et la guinguette de Paris, ils allaient jusqu'à s'en sous-partager entre David et les Chardons. David savait un gré infini à Lucien d'oublier, dans ses champêtres journées, les satisfactions qu'il trouvait chez Madame de Bargeton et les somptueux dîners du monde. Chacun voulait alors fêter le grand homme d'Angoulême. Dans ces conjonctures, au moment où il ne manquait presque plus rien au futur ménage, pendant un voyage que David fit à Marseille pour obtenir de son père qu'il vînt assister à son mariage, en espérant que le bonhomme, séduit par sa belle-fille, contribuerait aux énormes dépenses nécessitées par l'arrangement de la maison, il arriva l'un de ces événements qui, dans une petite ville, changent entièrement la face des choses. Lucien et Louise avaient dans du Châtelet un espion intime qui guettait avec la persistance d'une haine mêlée de passion et d'avarice l'occasion d'amener un éclat. Sixte voulait forcer Madame de Bargeton à si bien se prononcer pour Lucien, qu'elle fût ce qu'on nomme perdue. Il s'était posé comme un noble confident de Madame de Bargeton, mais s'il admirait Lucien rue du Minage, il le démolissait partout ailleurs. Il avait insensiblement conquis les petites entrées chez Naïs, qui ne se défiait plus de son vieil adorateur, mais il avait trop présumé des deux amants dont l'amour restait platonique, au grand désespoir de Louise et de Lucien. Il y a en effet des passions qui s'embarquent mal ou bien, comme on voudra. Deux personnes se jettent dans la tactique du sentiment, parlent au lieu d'agir, et se battent en plein champ au lieu de faire un siège. Elles se blasent ainsi souvent d'elles-mêmes en fatiguant leur désir dans le vide. Deux amants se donnent alors le temps de réfléchir, de se juger. Souvent des passions qui étaient entrées en campagne, enseignes déployées, pimpantes, avec une ardeur à tout renverser, finissent alors par rentrer chez elles, sans victoire, honteuses, désarmées, sottes de leur vain bruit. Ces fatalités sont parfois explicables par les timidités de la jeunesse et par les temporisations auxquelles se plaisent les femmes qui débutent, car ces sortes de tromperies mutuelles n'arrivent ni aux fêtes qui connaissent la pratique, ni aux coquettes habituées au manège de la passion. La vie de province est d'ailleurs singulièrement contraire au contentement de l'amour, et favorise les débats intellectuels de la passion, comme aussi les obstacles qu'elle oppose au doux commerce qui lie tant les amants. Précipite coquille du furne, précipite les âmes ardentes en des parties extrêmes. Cette vie est basée sur un espionnage si méticuleux, sur une si grande transparence des intérieurs, elle admet si peu l'intimité qui console sans offenser la vertu, les relations les plus pures y sont si déraisonnablement incriminées,
que beaucoup de femmes sont flétries malgré leur innocence. Certaines d'entre elles s'en veulent alors de ne pas goûter toutes les félicités d'une faute dont tous les malheurs les accablent. La société qui blâme ou critique sans aucun examen sérieux les faits patents par lesquels se terminent de longues luttes secrètes, est ainsi primitivement complice de ces éclats, mais la plupart des gens qui déblatèrent contre les prétendus scandales offerts par quelques femmes calomniées sans raison n'ont jamais pensé aux causes qui déterminent chez elles une résolution publique. Madame de Bargeton allait se trouver dans cette bizarre situation où se sont trouvées beaucoup de femmes qui ne se sont perdues qu'après avoir été injustement accusées. Au début de la passion, les obstacles effraient les gens inexpérimentés, et ceux que rencontraient les deux amants, ressemblaient fort aux liens par lesquels les Lilliputiens avaient garrotté Gulliver. C'étaient des riens multipliés qui rendaient tout mouvement impossible et annulaient les plus violents désirs. Ainsi, Madame de Bargeton devait rester toujours visible. Si elle avait fait fermer sa porte aux heures où venait Lucien, tout eût été dit, autant aurait valu s'enfuir avec lui. Elle le recevait à la vérité dans ce boudoir auquel il s'était si bien accoutumé, qu'il s'en croyait le maître, mais les portes demeuraient consciencieusement ouvertes. Tout se passait le plus vertueusement du monde. Monsieur de Bargeton se promenait chez lui comme un hanneton sans croire que sa femme voulût être seule avec Lucien. S'il n'y avait eu d'autre obstacle que lui, Naïs aurait très bien pu le renvoyer ou l'occuper, mais elle était accablée de visites, et il y avait d'autant plus de visiteurs que la curiosité était plus éveillée. Les gens de province sont naturellement taquins, ils aiment à contrarier les passions naissantes. Les domestiques allaient et venaient dans la maison sans être appelés ni sans prévenir de leur arrivée, par suite de vieilles habitudes prises, et qu'une femme qui n'avait rien. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 62. Akaché leur avait laissé prendre. Changer les mœurs intérieures de sa maison, n'était-ce pas avouer l'amour dont doutait encore tout Angoulême. Madame de Bargeton ne pouvait pas mettre le pied hors de chez elle sans que la ville sût où elle allait. Se promener seule avec Lucien hors de la ville était une démarche décisive, il aurait été moins dangereux de s'enfermer avec lui chez elle. Si Lucien était resté après minuit chez Madame de Bargeton, sans y être en compagnie, on en aurait glosé le lendemain. Ainsi au dedans comme au dehors, Madame de Bargeton vivait toujours en public. Ces détails peignent toute la province, les fautes y sont ou avouées ou impossibles. Louise, comme toutes les femmes entraînées par une passion sans en avoir l'expérience, reconnaissait une à une les difficultés de sa position, elle s'en effrayait. Sa frayeur réagissait alors sur ces amoureuses discussions qui prennent les plus belles heures où deux amants se trouvent seuls. Madame de Bargeton n'avait pas de terre où elle pût emmener son cher poète, comme font quelques femmes qui, sous un prétexte habilement forgé, vont s'enterrer à la campagne. Fatiguée de vivre en public, poussée à bout par cette tyrannie dont le joug était plus dur que ses plaisirs n'étaient doux, elle pensait à El Escarbat, et méditait d'y aller voir son vieux père, tant elle s'irritait de ces misérables obstacles. Châtelet ne croyait pas à tant d'innocence. Il guettait les heures auxquelles Lucien venait chez Madame de Bargeton, et s'y rendait quelques instants après, en se faisant toujours accompagner de Monsieur de Chandour, l'homme le plus indiscret de la coterie, et auquel il cédait le pas pour entrer, espérant toujours une surprise en cherchant si opiniâtrement un hasard. Son rôle et la réussite de son plan étaient d'autant plus difficiles, qu'il devait rester neutre, afin de diriger tous les acteurs du drame qu'il voulait faire jouer. Aussi, pour endormir Lucien qu'il caressait et Madame de Bargeton qui ne manquait pas de perspicacité, s'était-il attaché par contenance à la jalouse Amélie. Pour mieux faire espionner Louise et Lucien, il avait réussi depuis quelques jours à établir entre Monsieur de Chandour et lui une controverse au sujet des deux amoureux. Du Châtelet prétendait que Madame de Bargeton se moquait de Lucien, qu'elle était trop fière,
trop bien né pour descendre jusqu'au fils d'un pharmacien. Ce rôle d'incrédule allait au plan qu'il s'était tracé, car il désirait passer pour le défenseur de Madame de Bargeton. Stanislas soutenait que Lucien n'était pas un amant malheureux. Amélie aiguillonnait la discussion en souhaitant savoir la vérité. Chacun donnait ses raisons. Comme il arrive dans les petites villes, souvent quelques intimes de la maison Chandour arrivaient au milieu d'une conversation ou du Châtelet et Stanislas justifiait à l'envi leur opinion par d'excellentes observations. Il était bien difficile que chaque adversaire ne cherchât pas des partisans en demandant à son voisin « Et vous, quel est votre avis ?» Cette controverse tenait Madame de Bargeton et Lucien constamment en vue. Enfin, un jour du Châtelet fit observer que toutes les fois que M. de Chandour et lui se présentaient chez Madame de Bargeton et que Lucien s'y trouvait, aucun indice ne trahissait de relations suspectes, la porte du boudoir était ouverte, les gens allaient et venaient, rien de mystérieux n'annonçait les jolis crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui ne manquait pas d'une certaine dose de bêtise, se promit d'arriver le lendemain sur la pointe du pied, ce à quoi la perfide Amélie l'engagea fort. Ce lendemain fut pour Lucien une de ces journées où les jeunes gens s'arrachent quelques cheveux en se jurant à eux-mêmes de ne pas continuer le sot métier de soupirant. Il s'était accoutumé à sa position. Le poète qui avait si timidement pris une chaise dans le boudoir sacré de la reine d'Angoulême, s'était métamorphosé en amoureux exigeant. 6 mois avaient suffi pour qu'il se crût l'égal de Louise, et il voulait alors en être le maître. Il partit de chez lui se promettant d'être très déraisonnable, de mettre sa vie en jeu, d'employer toutes les ressources d'une éloquence enflammée, de dire qu'il avait la tête perdue, qu'il était incapable d'avoir une pensée ni d'écrire une ligne. Il existe chez certaines femmes une horreur des partis pris qui fait honneur à leur délicatesse, elles aiment à céder à l'entraînement, et non à des conventions. Généralement, personne ne veut d'un plaisir imposé. Madame de Bargeton remarqua sur le front de Lucien, dans ses yeux, dans sa physionomie et dans ses manières, cet air agité qui trahit une résolution arrêtée. Elle se proposa de la déjouer, un peu par esprit de contradiction, mais aussi par une noble entente de l'amour. En femme exagérée, elle s'exagérait la valeur de sa personne. À ses yeux, Madame de Bargeton était une souveraine, une Béatrix, une Laure. Elle s'asseyait, comme au Moyen Âge, sous le dais du tournoi littéraire, et Lucien devait là. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 63. Mérité après plusieurs victoires, il avait à effacer l'enfant sublime, Lamartine, Walter Scott, Byron. La noble créature considérait son amour comme un principe généreux, les désirs qu'elle inspirait à Lucien devaient être une cause de gloire pour lui. Ce donquichotisme féminin est un sentiment qui donne à l'amour une consécration respectable, elle l'utilise, elle l'agrandit, elle l'honore. Obstinée à jouer le rôle de Dulcinée dans la vie de Lucien pendant 7 à 8 ans, Madame de Bargeton voulait, comme beaucoup de femmes de province, faire acheter sa personne par une espèce de servage, par un temps de constance qui lui permit de juger son ami. Quand Lucien eut engagé la lutte par une de ces fortes bouderies dont se rient les femmes encore libres d'elles-mêmes, et qui n'attristent que les femmes aimées, Louise prit un air digne, et commença l'un de ses longs discours bardés de mots pompeux. « Est cela ce que vous m'aviez promis, Lucien ?» dit-elle en finissant. « Ne mettez pas dans un présent si doux des remords qui plus tard empoisonneraient ma vie. Ne gâtez pas l'avenir. Et je le dis avec orgueil, ne gâtez pas le présent. N'avez-vous pas tout mon cœur? Que vous faut-il donc? Votre amour se laisserait-il influencer par les sens, tandis que le plus beau privilège d'une femme aimée est de leur imposer silence. Pour qui me prenez-vous donc? Ne suis-je donc plus votre Béatrix? Si je ne suis pas pour vous quelque chose de plus qu'une femme,
je suis moins qu'une femme. Vous ne diriez pas autre chose à un homme que vous n'aimeriez pas, s'écria Lucien furieux. Si vous ne sentez pas tout ce qu'il y a de véritable amour dans mes idées, vous ne serez jamais digne de moi. Vous mettez mon amour en doute pour vous dispenser d'y répondre, dit Lucien en se jetant à ses pieds et pleurant. Le pauvre garçon pleura sérieusement en se voyant pour si longtemps à la porte du paradis. Ce fut des larmes de poète qui se croyait humilié dans sa puissance, des larmes d'enfant au désespoir de se voir refuser le jouet qu'il demande. Vous ne m'avez jamais aimé, s'écria-t-il. Vous ne croyez pas ce que vous dites, répondit-elle flattée de cette violence. Prouvez-moi donc que vous êtes à moi, dit Lucien échevelé. En ce moment, Stanislas arriva sans être entendu, vit Lucien à demi renversé, les larmes aux yeux et la tête appuyée sur les genoux de Louise. Satisfait de ce tableau suffisamment suspect, Stanislas se replia brusquement sur du Châtelet, qui se tenait à la porte du salon. Madame de Bargeton s'élança vivement, mais elle n'atteignit pas les deux espions, qui s'étaient précipitamment retirés comme des gens importuns. Qui donc est venu, demanda-t-elle à ses gens. Messieurs de Chandour et du Châtelet, répondit Gentil, son vieux valet de chambre. Elle rentra dans son boudoir pâle et tremblant. S'ils vous ont vu ainsi, je suis perdue, dit-elle à Lucien. Tant mieux, s'écria le poète. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 64. Elle sourit à ce cri d'égoïsme plein d'amour. En province, une semblable aventure s'aggrave par la manière dont elle se raconte. En un moment, chacun sut que Lucien avait été surpris aux genoux de Naïs. Monsieur de Chandour, heureux de l'importance que lui donnait cette affaire, alla d'abord raconter le grand événement au cercle, puis de maison en maison. Du Châtelet s'empressa de dire partout qu'il n'avait rien vu, mais en se mettant ainsi en dehors du fait, il excitait Stanislas à parler, il lui faisait enchérir sur les détails, et Stanislas, se trouvant spirituel, en ajoutait de nouveau à chaque récit. Le soir, la société afflua chez Amélie, car le soir les versions les plus exagérées circulaient dans l'Angoulême noble, où chaque narrateur avait imité Stanislas. Femmes et hommes étaient impatients de connaître la vérité. Les femmes qui se voilaient la face en criant le plus au scandale, à la perversité, étaient précisément Amélie, Zéphirine, Fifine, Lolotte, qui toutes étaient plus ou moins grevées de bonheur illicite. Le cruel thème se variait sur tous les tons. Et, bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous savez. Moi, je ne le crois pas, elle a devant elle toute une vie irréprochable, elle est beaucoup trop fière pour être autre chose que la protectrice de Monsieur Chardon. Mais si cela est, je la plains de tout mon cœur. Elle est d'autant plus à plaindre, qu'elle se donne un ridicule affreux, car elle pourrait être la mère de Monsieur Lulu, comme l'appelait Jacques. Ce poétrio a tout au plus 22 ans, et Naïs, entre nous soit dit, a bien 40 ans. Moi, disait Châtelet, je trouve que la situation même dans laquelle était Monsieur de Rubempré prouve l'innocence de Naïs. On ne se met pas à genoux pour redemander ce qu'on a déjà eu. C'est selon, dit Francis d'un air égrillard qui lui valut de Zéphirine une œillade improbative. Mais dites-nous donc bien ce qui en est, demandait-on à Stanislas en se formant en comité secret dans un coin du salon. Stanislas avait fini par composer un petit conte plein de gravelures, et l'accompagnait de gestes et de poses qui incriminaient prodigieusement la chose. C'est incroyable, répétait-on. À midi, disait l'une. Naïs aurait été la dernière que j'eusse soupçonnée. Que va-t-elle faire? Puis des commentaires, des suppositions infinies. Du Châtelet défendait Madame de Bargeton, mais il la défendait si maladroitement qu'il attisait le feu du commérage au lieu de l'éteindre. Lily,
désolé de la chute du plus bel ange de l'Olympe angoumoisin, alla tout en pleurs colporter la nouvelle à l'évêché. Quand la ville entière fut bien certainement en rumeur, l'heureux du Châtelet alla chez Madame de Bargeton, où il n'y avait, hélas, qu'une seule table de whist. Il demanda diplomatiquement à Naïs d'aller causer avec elle dans son boudoir. Tous deux s'assirent sur le petit canapé. Vous savez sans doute, dit du Châtelet à voix basse, ce dont tout Angoulême s'occupe. Non, dit elle. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 65. Et, bien, reprit-il, je suis trop votre ami pour vous le laisser ignorer. Je dois vous mettre à même de faire cesser des calomnies sans doute inventées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se croire votre rival. Je venais ce matin vous voir avec ce singe de Stanislas, qui me précédait de quelques pas, lorsqu'en arrivant là, dit-il en montrant la porte du boudoir, il prétend vous avoir vu avec monsieur de Rubempré dans une situation qui ne lui permettait pas d'entrer, il est revenu sur moi tout effaré en m'entraînant, sans me laisser le temps de me reconnaître, et nous étions à Beaulieu, quand il me dit la raison de sa retraite. Si je l'avais connu, je n'aurais pas bougé de chez vous, afin d'éclaircir cette affaire à votre avantage, mais revenir chez vous après en être sorti ne prouvait plus rien. Maintenant, que Stanislas ait vu de travers, ou qu'il ait raison, il doit avoir tort. Chère Naïs, ne laissez pas jouer votre vie, votre honneur, votre avenir par un sot, imposez-lui silence à l'instant. Vous connaissez ma situation ici. Quoique j'y aille besoin de tout le monde, je vous suis entièrement dévoué. Disposez d'une vie qui vous appartient. Quoique vous ayez repoussé mes vœux, mon cœur sera toujours à vous, et en toute occasion je vous prouverai combien je vous aime. Oui, je veillerai sur vous comme un fidèle serviteur, sans espoir de récompense, uniquement pour le plaisir que je trouve à vous servir, même à votre insu. Ce matin, j'ai partout dit que j'étais à la porte du salon, et que je n'avais rien vu. Si l'on vous demande qui vous a instruite des propos tenus sur vous, servez-vous de moi? Je serais bien glorieux d'être votre défenseur avoué, mais, entre nous, monsieur de Bargeton est le seul qui puisse demander raison à Stanislas. Quand ce petit Rubempré aurait fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne saurait être à la merci du premier étourdi qui se met à ses pieds. Voilà ce que j'ai dit. Naïs remercia du Châtelet par une inclination de tête, et demeura pensive. Elle était fatiguée, jusqu'au dégoût, de la vie de province. Au premier mot de du Châtelet, elle avait jeté les yeux sur Paris. Le silence de Madame de Bargeton mettait son savant adorateur dans une situation gênante. Disposez de moi, dit-il, je vous le répète. Merci, répondit-elle. Que comptez-vous faire? Je verrai. Long silence. Aimez-vous donc tant ce petit Rubempré? Elle laissa échapper un superbe sourire, et se croisa les bras en regardant les rideaux de son boudoir. Du Châtelet sortit sans avoir pu déchiffrer ce cœur de femme altière. Quand Lucien et les 4 fidèles vieillards qui étaient venus faire leur partie sans s'émouvoir de ces cancans problématiques furent partis, Madame de Bargeton arrêta son mari, qui se disposait à s'aller coucher, en ouvrant la bouche pour souhaiter une bonne nuit à sa femme. « Venez par ici, mon cher, j'ai à vous parler, dit-elle avec une sorte de solennité. Monsieur de Bargeton suivit sa femme dans le boudoir. « Monsieur, lui dit-elle, j'ai peu être eu tort de mettre dans mes soins protecteurs envers monsieur de Rubempré une chaleur aussi mal comprise par les sottes gens de cette ville que par lui-même. Ce matin, Lucien s'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une déclaration d'amour. Stanislas est entré dans le moment où je relevais cet enfant. Au mépris des devoirs que la courtoisie impose à un gentilhomme envers une femme en toute espèce de circonstance,
il a prétendu m'avoir surprise dans une situation équivoque avec ce garçon, que je traitais alors comme il le mérite. Si ce jeune écervelé savait les calomnies auxquelles sa folie donne lieu, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 66. Le connaît, il irait insulter Stanislas et le forcerait à se battre. Cette action serait comme un aveu public de son amour. Je n'ai pas besoin de vous dire que votre femme est pure, mais vous penserez qu'il y a quelque chose de déshonorant pour vous et pour moi à ce que ce soit monsieur de Rubempré qui la défende. Allez à l'instant chez Stanislas, et demandez-lui sérieusement raison des insultants propos qu'il a tenus sur moi. Songez que vous ne devez pas souffrir que l'affaire s'arrange, à moins qu'il ne se rétracte en présence de témoins nombreux et importants. Vous conquérez ainsi l'estime de tous les honnêtes gens, vous vous conduirez en homme d'esprit, en galant homme, et vous aurez des droits à mon estime. Je vais faire partir Gentil à cheval pour El Escarbas, mon père doit être votre témoin, malgré son âge, je le sais homme à fouler aux pieds cette poupée qui noircit la réputation d'une négréplice. Vous avez le choix des armes, battez-vous au pistolet, vous tirez à merveille. J'y vais, reprit monsieur de Bargeton qui prit sa canne et son chapeau. Bien, mon ami, dit sa femme émue, voilà comme j'aime les hommes. Vous êtes un gentilhomme. Elle lui présenta son front à baiser, que le vieillard baisa tout heureux et fier. Cette femme, qui portait une espèce de sentiment maternel à ce grand enfant, ne put réprimer une larme en entendant retentir la porte cochère quand elle se referma sur lui. Comme il m'aime, se dit-elle, le pauvre homme tient à la vie, et cependant il la perdrait sans regret pour moi. Monsieur de Bargeton ne s'inquiétait pas d'avoir à s'aligner le lendemain devant un homme, à regarder froidement la bouche d'un pistolet dirigé sur lui. Non, il n'était embarrassé que d'une seule chose, et il en frémissait tout en allant chez monsieur de Chandour. Que vais-je dire? Pensait-il. Naïs aurait bien dû me faire un thème. Et il se creusait la cervelle afin de formuler quelques phrases qui ne fussent point ridicules. Mais les gens qui vivent, comme vivait monsieur de Bargeton, dans un silence imposé par l'étroitesse de leur esprit et leur peu de portée, ont, dans les grandes circonstances de la vie, une solennité toute faite. Parlant peu, il leur échappe naturellement peu de sottises, puis, réfléchissant beaucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême défiance d'eux-mêmes les porte à si bien étudier leurs discours qu'ils s'expriment à merveille par un phénomène pareil à celui qui délia la langue à l'ânesse de Balaam. Aussi monsieur de Bargeton se comporta-t-il comme un homme supérieur. Il justifia l'opinion de ceux qui le regardaient comme un philosophe de l'école de Pythagore. Il entra chez Stanislas à 11 heures du soir, et y trouva nombreuse compagnie. Il alla saluer silencieusement Amélie, et offrit à chacun son niais sourire, qui, dans les circonstances présentes, parut profondément ironique. Il se fit alors un grand silence, comme dans la nature à l'approche d'un orage. Châtelet, qui était revenu, regarda tour à tour d'une façon très significative monsieur de Bargeton et Stanislas, que le mari offensé aborda poliment. Du Châtelet comprit le sens d'une visite faite à une heure où ce vieillard était toujours couché. Naïs agitait évidemment ce bras débile, et, comme sa position auprès d'Amélie lui donnait le droit de se mêler des affaires du ménage, il se leva, prit monsieur de Bargeton à part et lui dit, « Vous voulez parler à Stanislas ?» « Oui, » dit le bonhomme heureux d'avoir un entremetteur qui peut-être prendrait la parole pour lui. « Eh bien, allez dans la chambre à coucher d'Amélie, » lui répondit le directeur des contributions heureux de ce duel qui pouvait rendre madame de Bargeton veuve en lui interdisant d'épouser Lucien, la cause du duel. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province.
T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement. Les deux poètes 67. Stanislas, dit du Châtelet à Monsieur de Chandour, Bargeton vient sans doute vous demander raison des propos que vous tenez sur Naïs. Venez chez votre femme, et conduisez-vous tous deux en gentilshommes. Ne faites point de bruit, affectez beaucoup de politesse, ayez enfin toute la froideur d'une dignité britannique. En un moment Stanislas et du Châtelet vinrent trouver Bargeton. Monsieur, dit le mari offensé, vous prétendez avoir trouvé Madame de Bargeton dans une situation équivoque avec Monsieur de Rubempré. Avec Monsieur Chardon, reprit ironiquement Stanislas qui ne croyait pas Bargeton un homme fort. Soit, reprit le mari. Si vous ne démentez pas ce propos en présence de la société qui est chez vous en ce moment, je vous prie de prendre un témoin. Mon beau-père, Monsieur de Négréplis, viendra vous chercher à 4 heures du matin. Faisons chacun nos dispositions, car l'affaire ne peut s'arranger que de la manière que je viens d'indiquer. Je choisis le pistolet, je suis l'offensé. Durant le chemin, Monsieur de Bargeton avait ruminé ce discours, le plus long qu'il eût fait en sa vie, il le dit sans passion et de l'air le plus simple du monde. Stanislas pâlit et se dit en lui-même, qu'ai-je vu, après tout. Mais, entre la honte de démentir ses propos devant toute la ville, en présence de ce muet qui paraissait ne pas vouloir entendre raillerie, et la peur, la hideuse peur qui lui serrait le cou de ses mains brûlantes, il choisit le péril le plus éloigné. C'est bien. À demain, dit-il à Monsieur de Bargeton en pensant que l'affaire pourrait s'arranger. Les 3 hommes rentrèrent, et chacun étudia leur physionomie. Du Châtelet souriait, Monsieur de Bargeton était absolument comme s'il se trouvait chez lui, mais Stanislas se montra blême. À cet aspect quelques femmes devinèrent l'objet de la conférence. Ces mots, ils se battent, circulèrent d'oreille en oreille. La moitié de l'assemblée pensa que Stanislas avait tort, sa pâleur et sa contenance accusaient un mensonge, l'autre moitié admira la tenue de Monsieur de Bargeton. Du Châtelet fit le grave et le mystérieux. Après être resté quelques instants à examiner les visages, Monsieur de Bargeton se retira. « Avez-vous des pistolets » dit Châtelet à l'oreille de Stanislas qui frissonna de la tête aux pieds. Amélie comprit tout et se trouva mal, les femmes s'empressèrent de la porter dans sa chambre à coucher. Il y eut une rumeur affreuse, tout le monde parlait à la fois. Les hommes restèrent dans le salon et déclarèrent d'une voix unanime que Monsieur de Bargeton était dans son droit. « Auriez-vous cru le bonhomme capable de se conduire ainsi » dit Monsieur de Saintot. « Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa jeunesse il était un des plus forts sous les armes. Mon père m'a souvent parlé des exploits de Bargeton. Bah, vous les mettrez à 20 pas, et ils se manqueront si vous prenez des pistolets de cavalerie, dit Francis à Châtelet. Quand tout le monde fut parti, Châtelet rassura Stanislas et sa femme en leur expliquant que tout irait bien, et que dans un duel entre un homme de 60 ans et un homme de 36, celui-ci avait tout l'avantage. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 68. Le lendemain matin, au moment où Lucien déjeunait avec David, qui était revenu de Marsec sans son père, Madame Chardon entra tout effarée. Et, bien, Lucien, sais-tu la nouvelle dont on parle jusque dans le marché? Monsieur de Bargeton a presque tué Monsieur de Chandour, ce matin à 5 heures, dans le pré de Monsieur Tullois, un nom qui donne lieu à des calembours. Il paraît que Monsieur de Chandour a dit hier qu'il t'avait surpris avec Madame de Bargeton. C'est faux. Madame de Bargeton est innocente, s'écria Lucien. Un homme de la campagne à qui j'ai entendu raconter les détails avait tout vu de dessus sa charrette. Monsieur de Négréplis était venu dès 3 heures du matin pour assister Monsieur de Bargeton,
il a dit à Monsieur de Chandour que s'il arrivait malheur à son gendre, il se chargeait de le venger. Un officier du régiment de cavalerie a prêté ses pistolets, ils ont été essayés à plusieurs reprises par Monsieur de Négreplis. Monsieur du Châtelet voulait s'opposer à ce qu'on exerçât les pistolets, mais l'officier que l'on avait pris pour arbitre a dit qu'à moins de se conduire comme des enfants, on devait se servir d'armes en état. Les témoins ont placé les deux adversaires à 25 pas l'un de l'autre. Monsieur de Bargeton, qui était là comme s'il se promenait, a tiré le premier, et logé une balle dans le cou de Monsieur de Chandour, qui est tombé sans pouvoir riposter. Le chirurgien de l'hôpital a déclaré tout à l'heure que Monsieur de Chandour aura le coup de travers pour le reste de ses jours. Je suis venu te dire l'issue de ce duel pour que tu n'ailles pas chez Madame de Bargeton, ou que tu ne te montres pas dans Angoulême, car quelques amis de Monsieur de Chandour pourraient te provoquer. En ce moment, Gentil, le valet de chambre de Monsieur de Bargeton, entra conduit par l'apprenti de l'imprimerie, et remit à Lucien une lettre de Louise. Vous avez sans doute appris, mon ami, l'issue du duel entre Chandour et mon mari. Nous ne recevrons personne aujourd'hui, soyez prudents, ne vous montrez pas, je vous le demande au nom de l'affection que vous avez pour moi. Ne trouvez-vous pas que le meilleur emploi de cette triste journée est de venir écouter votre Béatrix, dont la vie est toute changée par cet événement et qui a mille choses à vous dire? Heureusement, dit David, mon mariage est arrêté pour après-demain, tu auras une occasion d'aller moins souvent chez Madame de Bargeton. Cher David, répondit Lucien, elle me demande de venir la voir aujourd'hui, je crois qu'il faut lui obéir, elle saura mieux que nous comment je dois me conduire dans les circonstances actuelles. Tout est donc prêt ici, demanda Madame Chardon. Venez voir, s'écria David heureux de montrer la transformation qu'avait subie l'appartement du premier étage où tout était frais et neuf. La respirait ce doux esprit qui règne dans les jeunes ménages où les fleurs d'oranger, le voile de la mariée couronne encore la vie intérieure, où le printemps de l'amour se reflète dans les choses, où tout est blanc, propre et fleuri. Yves sera comme une princesse, dit la mère, mais vous avez dépensé trop d'argent, vous avez fait des folies. David sourit sans rien répondre, car Madame Chardon avait mis le doigt dans le vif d'une plaie secrète qui faisait cruellement souffrir le pauvre amant, ses prévisions avaient été si grandement dépassées par illusions perdues. Premièrement, les deux poètes, et toutes demeurent. Deuxième livre, scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusions perdues. Premièrement, les deux poètes 69. L'exécution qu'il lui était impossible de bâtir au-dessus de l'appentis. Sa belle-mère ne pouvait avoir de longtemps l'appartement qu'il voulait lui donner. Les esprits généreux éprouvent les plus vives douleurs de manquer à ces sortes de promesses qui sont en quelque sorte les petites vanités de la tendresse. David cachait soigneusement sa gêne, afin de ménager le cœur de Lucien qui aurait pu se trouver accablé des sacrifices faits pour lui. Yves et ses amis coquilles du Furne, amis ont bien travaillé de leur côté, disait Madame Chardon. Le trousseau, le linge de ménage, tout est prêt. Ces demoiselles l'aiment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en sût rien, couvert les matelas en futaine blanche, bordés de lisérés roses. C'est joli. Ça donne envie de se marier. La mère et la fille avaient employé toutes leurs économies à fournir la maison de David des choses auxquelles ne pensent jamais les jeunes gens. En sachant combien il déployait de luxe, car il était question d'un service de porcelaine demandé à Limoges, elles avaient tâché de mettre de l'harmonie entre les choses qu'elle apportait et celles que s'achetait David. Cette petite lutte d'amour et de générosité devait amener les deux époux à se trouver gênés dès le commencement de leur mariage, au milieu de tous les symptômes d'une aisance bourgeoise qui pouvait passer pour du luxe dans une ville arriérée comme l'était alors Angoulême. Au moment où Lucien vit sa mère et David passant dans la chambre à coucher dont la tenture bleue et blanche, dont le joli mobilier lui était connu, il s'esquiva chez Madame de Bargeton. Il trouva Naïs déjeunant avec son mari, qui,
mis en appétit par sa promenade matinale, mangeait sans aucun souci de ce qui s'était passé. Le vieux gentilhomme campagnard, Monsieur de Négréplis, cette imposante figure, reste de la vieille noblesse française, était auprès de sa fille. Quand Gentil eut annoncé Monsieur de Rubempré, le vieillard à tête blanche lui jeta le regard inquisitif d'un père empressé de juger l'homme que sa fille a distingué. L'excessive beauté de Lucien le frappa si vivement, qu'il ne put retenir un regard d'approbation, mais il semblait voir dans la liaison de sa fille une amourette plutôt qu'une passion, un caprice plutôt qu'une passion durable. Le déjeuner finissait, Louise put se lever, laisser son père et Monsieur de Bargeton, en faisant signe à Lucien de la suivre. Mon ami, dit-elle d'un son de voix triste et joyeux en même temps, je vais à Paris, et mon père emmène Bargeton à l'Escarbas, où il restera pendant mon absence. Madame d'Espard, une demoiselle de Blamont-Chauvry, à qui nous sommes alliés par les d'Espard, les aînés de la famille des Négréplis, est en ce moment très influente par elle-même et par ses parents. Si elle daigne nous reconnaître, je veux la cultiver beaucoup, elle peut nous obtenir par son crédit une place pour Bargeton. Mes sollicitations pourront le faire désirer par la cour pour député de la Charente, ce qui aidera sa nomination ici. La députation pourra plus tard favoriser mes démarches à Paris. C'est toi, mon enfant chéri, qui m'as inspiré ce changement d'existence. Le duel de ce matin me force à fermer ma maison pour quelque temps, car il y aura des gens qui prendront parti pour les Chandour contre nous. Dans la situation où nous sommes, et dans une petite ville, une absence est toujours nécessaire pour laisser aux haines le temps de s'assoupir. Mais où je réussirai et ne reverrai plus Angoulême, où je ne réussirai pas et veux attendre à Paris le moment où je pourrai passer tous les étés à l'Escarbas et les hivers à Paris. C'est la seule vie d'une femme comme il faut, j'ai trop tardé à l'apprendre. La journée suffira pour tous nos préparatifs, je partirai demain dans la nuit et vous m'accompagnerez, n'est-ce pas? Vous irez en avant. Entrement les Ruffec, je vous prendrai dans ma voiture, et nous serons bientôt à Paris. Là, cher, est la vie de gens supérieurs. On ne se trouve à l'aise qu'avec ses pairs, partout ailleurs on souffre. D'ailleurs Paris, capitale du monde intellectuel, est le théâtre de vos succès. Franchissez promptement l'espace qui vous en sépare. Ne laissez pas vos idées se rancir en province, communiquez promptement avec les grands hommes qui représenteront le XIXe siècle. Rapprochez-vous de la cour et du pouvoir. Ni les distinctions ni les dignités ne viennent trouver le talent qui s'étiole dans une petite ville. Nommez-moi d'ailleurs les belles œuvres exécutées en province. Voyez au contraire le sublime et pauvre Jean-Jacques invinciblement attiré par ce soleil moral, qui crée les gloires en échauffant les esprits par le frottement des rivalités. Ne devez-vous pas vous hâter de prendre votre place dans la pléiade qui se produit à chaque époque? Vous ne sauriez croire combien il est utile à un jeune talent. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 70. D'être mis en lumière par la haute société. Je vous ferai recevoir chez Madame d'Espard, personne n'a facilement l'entrée de son salon, où vous trouverez tous les grands personnages, les ministres, les ambassadeurs, les orateurs de la Chambre, les pairs les plus influents, des gens riches ou célèbres. Il faudrait être bien maladroit pour ne pas exciter leur intérêt, quand on est beau, jeune et plein de génie. Les grands talents n'ont pas de petitesse, ils vous prêteront leur appui. Quand on vous saura haut placé, vos œuvres acquerront une immense valeur. Pour les artistes, le grand problème à résoudre est de se mettre en vue. Il se rencontrera donc là pour vous 1000 occasions de fortune, des sinécures, une pension sur la cassette. Les Bourbons aiment tant à favoriser les lettres et les arts. Aussi soyez à la fois poète religieux et poète royaliste.
non seulement ce sera bien, mais vous ferez fortune. Est-ce l'opposition, est-ce le libéralisme qui donne les places, les récompenses, et qui fait la fortune des écrivains? Ainsi prenez la bonne route et venez là où vont tous les hommes de génie. Vous avez mon secret, gardez le plus profond silence, et disposez-vous à me suivre. Ne le voulez-vous pas? Ajouta-t-elle étonnée de la silencieuse attitude de son amant. Lucien, hébété par le rapide coup d'œil qu'il jeta sur Paris, en entendant ces séduisantes paroles, crut n'avoir jusqu'alors joui que de la moitié de son cerveau. Il lui sembla que l'autre moitié se découvrait, tant ses idées s'agrandirent. Il se vit, dans Angoulême, comme une grenouille sous sa pierre au fond d'un marécage. Paris et ses splendeurs, Paris, qui se produit dans toutes les imaginations de province comme un Eldorado, lui apparut avec sa robe d'or, la tête ceinte de pierreries royales, les bras ouverts au talent. Les gens illustres allaient lui donner l'accolade fraternelle. Là tout souriait au génie. Là ni gentillâtre jaloux qui lançassent des mots piquants pour humilier l'écrivain, ni sotte indifférence pour la poésie. De là jaillissaient les œuvres des poètes, là elles étaient payées et mises en lumière. Après avoir lu les premières pages de l'Archer de Charles IX, les libraires ouvriraient leurs caisses et lui diraient « Combien voulez-vous » Il comprenait d'ailleurs qu'après un voyage où il serait marié par les circonstances, Madame de Bargeton serait à lui tout entière, qu'ils vivraient ensemble. À ces mots, ne le voulez-vous pas? Il répondit par une larme, saisit Louise par la taille, la serra sur son cœur et lui marbra le cou par de violents baisers. Puis il s'arrêta tout à coup comme frappé par un souvenir, et s'écria, « Mon Dieu, ma sœur se marie après-demain. » Ce cri fut le dernier soupir de l'enfant noble et pur. Les liens si puissants qui attachent les jeunes cœurs à leur famille, à leurs premiers amis, à tous les sentiments primitifs, allaient recevoir un terrible coup de hache. Et, bien, s'écria l'altière Négréplis, qu'a de commun le mariage de votre sœur et la marche de notre amour. Tenez-vous tant à être le coryphée de cette noce de bourgeois et d'ouvriers que vous ne puissiez m'en sacrifier les nobles joies. Le beau sacrifice, dit-elle avec mépris. J'ai envoyé ce matin mon mari se battre à cause de vous. Allez, monsieur, quittez-moi. Je me suis trompée. Elle tomba pâmée sur son canapé. Lucien l'y suivit en demandant pardon, en maudissant sa famille, David et sa sœur. Je croyais tant en vous, dit-elle. Monsieur de Kent Croix avait une mère qui l'idolâtrait, mais pour obtenir une lettre où je lui disais, je suis contente. Il est mort au milieu du feu. Et vous, quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne savez point renoncer à un repas de noces. Lucien voulut se tuer, et son désespoir fut si vrai, si profond, que Louise pardonna, mais en faisant sentir à Lucien qu'il aurait arraché cette faute. Allez donc, dit-elle enfin, soyez discret, et trouvez-vous demain soir à minuit à 100 de pas après Mansle. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 71. Lucien sentit la terre petite sous ses pieds, il revint chez David suivi de ses espérances comme Oreste l'était par ses furies, car il entrevoyait 1000 difficultés qui se comprenaient toutes dans ce mot terrible, et de l'argent. La perspicacité de David l'épouvantait si fort, qu'il s'enferma dans son joli cabinet pour se remettre de l'étourdissement que lui causait sa nouvelle position. Il fallait donc quitter cet appartement si chèrement établi, rendre inutile tant de sacrifices. Lucien pensa que sa mère pourrait loger là, David économiserait ainsi la coûteuse bâtisse qu'il avait projeté de faire au fond de la cour. Ce départ devait arranger sa famille, il trouva 1000 raisons péremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de jésuite comme un désir. Aussitôt il courut à L'Houmeau chez sa sœur, pour lui apprendre sa nouvelle destinée et se concerter avec elle. En arrivant devant la boutique de Postel,
Il pensa que, s'il n'y avait pas d'autre moyen, il emprunterait au successeur de son père la somme nécessaire à son séjour durant 1 an. Si je vis avec Louise, 1 écu par jour sera pour moi comme une fortune, et cela ne fait que 1 000 francs pour 1 an, se dit-il. Or, dans 6 mois, je serai riche. Yves et sa mère entendirent, sous la promesse d'un profond secret, les confidences de Lucien. Toutes deux pleurèrent en écoutant l'ambitieux, et, quand il voulut savoir la cause de ce chagrin, elles lui apprirent que tout ce qu'elle possédait avait été absorbé par le linge de table et de maison, par le trousseau des Èves, par une multitude d'acquisitions auxquelles n'avait pas pensé David, et qu'elle était heureuse d'avoir faites, car l'imprimeur reconnaissait à Yves une dot de 10 000 francs. Lucien leur fit alors part de son idée d'emprunt, et Madame Chardon se chargea d'aller demander à Monsieur Postel 1 000 francs pour 1 an. Mais, Lucien, dit Yves avec un serrement de cœur, tu n'assisteras donc pas à mon mariage. Oh! Reviens, j'attendrai quelques jours. Elle te laissera bien revenir ici dans une quinzaine, une fois que tu l'auras accompagnée. Elle nous accordera bien 8 jours, à nous qui t'avons élevé pour elle. Notre union tournera mal si tu n'y es pas sage. Mais auras-tu assez de 1 000 francs, dit-elle en s'interrompant tout à coup. Quoique ton habit taille divinement, tu n'en as qu'un. Tu n'as que 2 chemises fines, et les 6 autres sont en grosse toile. Tu n'as que 3 cravates de batiste, les 3 autres sont en jaconas commun, et puis tes mouchoirs ne sont pas beaux. Trouveras-tu dans Paris une sœur pour te blanchir ton linge dans la journée où tu en auras besoin? Il t'en faut bien davantage. Tu n'as qu'un pantalon de Nankin fait cette année, ceux de l'année dernière te sont justes, il faudra donc te faire habiller à Paris, les prix de Paris ne sont pas ceux d'Angoulême. Tu n'as que 2 gilets blancs de Métabals, j'ai déjà raccommodé les autres. Tiens, je te conseille d'emporter 2 000 francs. En ce moment David, qui entrait, parut avoir entendu ces 2 derniers mots, car il examina le frère et la sœur en gardant le silence. Ne me cachez rien, dit-il. Eh, bien, s'écria Yves, il part avec elle. Postel, dit Madame Chardon en entrant sans voir David, consent à prêter les 1 000 francs, mais pour 6 mois seulement, et il veut une lettre de change de toi acceptée par ton beau-frère, car il dit que tu n'offres aucune garantie. La mère se retourna, vit son gendre, et ces 4 personnes gardèrent un profond silence. La famille Chardon sentait combien elle avait abusé de David. Tous étaient honteux. Une larme roula dans les yeux de l'imprimeur. Tu ne seras donc pas à mon mariage, dit-il, tu ne resteras donc pas avec nous. Et moi qui ai dissipé tout ce que j'avais. Ah, Lucien, moi qui apportais à Yves ces pauvres petits bijoux de mariée, je ne savais pas, dit-il en essuyant ses yeux et tirant des écrins de sa poche, avoir à regretter de les avoir achetés. Illusion perdue. Premièrement, les 2 poètes. Et toutes demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. T. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les 2 poètes 72. Il posa plusieurs boîtes couvertes en maroquin sur la table, devant sa belle-mère. Pourquoi pensez-vous tant à moi, dit Yves avec un sourire d'ange qui corrigeait sa parole. Chère maman, dit l'imprimeur, allez dire à Monsieur Postel que je consens à donner ma signature, car je vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien décidé à partir. Lucien inclina mollement et tristement la tête en ajoutant un moment après, ne me jugez pas mal, mais en gémez. Il prit Yves et David, les embrassa, les rapprocha de lui, les serra en disant, attendez les résultats, et vous saurez combien je vous aime. David, à quoi servirait notre auteur de pensée, si elle ne nous permettait pas de faire abstraction des petites cérémonies dans lesquelles les lois entortillent les sentiments? Malgré la distance, mon âme ne sera-t-elle pas ici? La pensée ne nous réunira-t-elle pas? N'ai-je pas une destinée à accomplir?
Les libraires viendront il chercher ici mon Archer de Charles IX, et les Marguerites. Un peu plus tôt, un peu plus tard, ne faut-il pas toujours faire ce que je fais aujourd'hui? Puis-je jamais rencontrer des circonstances plus favorables? N'est-ce pas toute ma fortune que d'entrer pour mon début à Paris dans le salon de la marquise des Espars? Il a raison, dit Yves. Vous-même ne me disiez-vous pas qu'il devait aller promptement à Paris? David prit Yves par la main, l'emmena dans cet étroit cabinet où elle dormait depuis cette année, et lui dit à l'oreille, « Il a besoin de 2000 francs, disais-tu, mon amour? Postel n'en prête que 1000. » Yves regarda son prétendu par un regard affreux qui disait toutes ses souffrances. « Écoute, mon Yves adoré, nous allons mal commencer la vie. Oui, mes dépenses ont absorbé tout ce que je possédais. Il ne me reste que 2000 francs, et la moitié est indispensable pour faire aller l'imprimerie. Donner 1000 francs à ton frère, c'est donner notre pain, compromettre notre tranquillité. Si j'étais seul, je sais ce que je ferais, mais nous sommes deux. Décide. » Yves éperdu se jeta dans les bras de son amant, le baisa tendrement et lui dit à l'oreille, tout en pleurs, « Fais comme si tu étais seul, je travaillerai pour regagner cette somme. » Malgré le plus ardent baiser que deux fiancés aient jamais échangé, David laissa Yves abattu, et revint trouver Lucien. « Ne te chagrine pas, lui dit-il, tu auras tes 2000 francs. Allez voir Postel, dit Madame Chardon, car vous devez signer tous deux le papier. » Quand les deux amis remontèrent, ils surprirent Yves et sa mère à genoux, qui priaient Dieu. Si elle savait combien d'espérance le retour devait réaliser, elle sentait en ce moment tout ce qu'elle perdait dans cet adieu, car elle trouvait le bonheur à venir payer trop cher par une absence qui allait briser leur vie, et les jeter dans 1000 craintes sur les destinées de Lucien. « Si jamais tu oubliais cette scène, dit David à l'oreille de Lucien, tu serais le dernier des hommes. » L'imprimeur jugea sans doute ces graves paroles nécessaires. L'influence de Madame de Bargeton ne l'épouvantait pas moins que la funeste mobilité de caractère qui pouvait tout aussi bien jeter Lucien dans une mauvaise comme dans une bonne voie. Yves eut bientôt fait le paquet de Lucien. Ce Fernand Cortès littéraire emportait peu de choses. Il garda sur lui sa meilleure redingote, son meilleur gilet et l'une de ses 2 chemises fines. Tout son linge, son fameux habit, ses effets et ses manuscrits formèrent un si mince paquet. Illusion perdue. Premièrement, les 2 poètes. Études demeure. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement, illusion perdue. Premièrement, les 2 poètes 73. Que, pour le cacher au regard de Madame de Bargeton, David proposa de l'envoyer par la diligence à son correspondant, un marchand de papier, auquel il écrirait de le tenir à la disposition de Lucien. Malgré les précautions prises par Madame de Bargeton pour cacher son départ, Monsieur du Châtelet l'apprit et voulut savoir si elle ferait le voyage seule ou accompagnée de Lucien. Il envoya son valet de chambre à Ruffec, avec la mission d'examiner toutes les voitures qui relaieraient à la poste. Si elle enlève son poète, pensa-t-il, elle est à moi. Lucien partit le lendemain au petit jour, accompagné de David qui s'était procuré un cabriolet et un cheval en annonçant qu'il allait traiter d'affaires avec son père, petit mensonge qui dans les circonstances actuelles était probable. Les 2 amis se rendirent à Marsec, où ils passèrent une partie de la journée chez le vieil ours, puis le soir ils allèrent au-delà de Mansle attendre Madame de Bargeton, qui arriva vers le matin. En voyant la vieille calèche sexagénaire qu'il avait tant de fois regardée sous la remise, Lucien éprouva l'une des plus vives émotions de sa vie. Il se jeta dans les bras de David, qui lui dit, « Dieu veuille que ce soit pour ton bien. » L'imprimeur remonta dans son méchant cabriolet, et disparut le cœur serré. Il avait d'horribles pressentiments sur les destinées de Lucien à Paris. Illusion perdue. Premièrement, les 2 poètes. Études demeure. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Et quatrièmement,
Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 74. Édition eBooks France www.ebooksfrance.com. Veuillez écrire à livre@ebooksfrance.com pour faire part à l'éditeur de vos remarques ou suggestions concernant la présente édition. Janvier 2001. Tout droit réservé eBooks France pour la mise en HTML et en requête édition. Tout droit réservé. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes. Études demeurent. Deuxième livre. Scène de la vie de province. Quatrièmement. Illusion perdue. Premièrement, les deux poètes 75.